Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode concernant la préparation stratosphérique de ma bagnole faite maison, la GT40. Pour ceux qui débarquent, Michelin me fait l'honneur de régler ma voiture avec toute une équipe de professionnels, le tout avec des pistes et du matériel de dingue. C'est Michelin Simix qui a choisi de mettre à disposition tout ça pour faire performer la GT40. Souvenez-vous, Simix, c'est l'équipe chez Michelin qui propose des services d'ingénierie pour la conception de véhicules. C'est unique sur YouTube d'avoir les coulisses de la mise au point d'un châssis avec Michelin. La première étape, c'était le diagnostic avec le pilote essayeur Michelin Franck, vidéo disponible ici. J'ai fait des modifications et des améliorations sur la voiture ensuite, et ça, c'était cette vidéo. Et maintenant, c'est le passage au banc et la simulation de la voiture. C'est parti! Bon les amis, nous sommes de retour à Clermont-Ferrand sur le site de l'Adoux au centre de recherche européen de Michelin. Pendant 2 semaines, la voiture va se voir auscultée par toute une batterie de tests sur les bancs réservés aux écuries et aux constructeurs. Ça ne rigole pas. Même à l'époque du développement de la GT40, Ford n'avait pas ça. Et ça commence tout de suite par faire le plein d'essence de la voiture. Ça me va moi, comme test. Mettez donc de l'essence dans la voiture. En réalité, faire le plein de la voiture, c'est hyper important. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. La voiture est d'abord mesurée. Elle est placée sur une balance de précision qui mesure les charges exercées par roue. C'est là qu'on peut déduire la répartition des masses et la masse totale de la voiture. Puis on charge la voiture en état de fonctionnement avec des gros sacs de 75 kg sur les sièges pour représenter le poids du pilote et d'un passager. Tout est mesuré, les masses, l'empattement, longueur, hauteur et largeur de voie. D'ailleurs, pour la hauteur et les fameux 40 pouces de haut, figurez-vous que je l'avais mesuré à l'époque de la fabrication, elle faisait bien 102 cm de haut et donc 40 pouces. Chez Michelin, tout plein fait avec 2 passagers, elle est à 100 cm de haut, donc un petit peu moins. C'est pas une GT40. Eh bah si, parce que si on compare avec d'autres GT40, la mienne a beaucoup plus de garde au sol, donc elle est beaucoup plus haute par rapport à certaines GT40 de course vraiment ultra vénères. Donc même les vrais GT40 d'époque ne faisaient pas forcément 40 pouces de haut. Elle faisait même moins, voire beaucoup moins. De toute façon, cette mesure, ça dépend beaucoup de comment on charge la voiture. Donc de toute façon, on s'en fout. La caractérisation de la voiture faite, on passe sur le banc de géométrie. On en profite pour tester les suspensions, voir si tout est équilibré. L'idée ici, c'est de refaire une géométrie correcte, vu que j'ai ramené la voiture et que j'ai fait des modifications entre temps. Bien sûr, ça a changé et il faut régler la voiture. On règle le carrossage arrière, on voit bien les mesures gauche et droite, l'écart est minime, on est bon. On s'occupe du parallélisme.
un joli bout de scotch noir est collé sur les ailes de ma voiture. On vient faire un repère et on mesure la hauteur de ce repère par rapport au sol. On le fait voiture sans passager, puis avec les gros sacs. Enfin, les passagers. Vous vous demandez peut-être pourquoi on perce mon châssis. Eh bien, on retire un bout de plancher. C'est pas pour augmenter la performance au freinage, hein, ni pour faire une clim pas chère. Non, c'est pour pouvoir brider la voiture sur les bancs qui vont arriver plus tard. Maintenant que tout est mesuré, que la voiture a une bonne géométrie, c'est parti pour le premier banc, le banc d'inertie. Bon, on part sur de l'explication. On mesure deux choses sur ce banc. L'inertie et la position du centre de gravité dans les trois dimensions X, Y, Z. Le centre de gravité, en gros, il est au point d'équilibre d'un objet. Pour faire simple, sur ce tournevis, il est à peu près à cet endroit-là. C'est pour ça qu'il est en équilibre. Là, je suis pile poil dessus, mais hop. Enfin, vous avez compris quoi. Bien sûr, sur une voiture, c'est la même chose, sauf que bah c'est un peu plus compliqué, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, comme ça. Sur une voiture, on va chercher à avoir un centre de gravité le plus bas possible pour éviter ce genre de choses. Ou même juste pour minimiser les transferts de charge en virage ou en freinage. Le centre de gravité sera aussi plus ou moins à l'avant ou à l'arrière. Sur une voiture à moteur central arrière, par exemple, comme la GT40, il aura tendance à être à 55% sur l'arrière, voire plus. Tandis que pour une voiture traction comme une citadine, c'est plus 70% de masse sur l'avant. Mais ça tombe bien parce que c'est là où on a besoin de motricité. Donc il faut de la masse pour que les roues puissent éviter de patiner. Et puis dans la largeur, en latéral, bon, en fait, il faut que ce soit au milieu, quoi. Pour l'inertie, c'est plus coton à expliquer. Mais je vais quand même le faire. On va prendre l'exemple d'un truc qui tourne sur un axe. Genre deux toupies de même masse et même position de centre de gravité. Vraiment, il n'y a que la forme qui change. Il y a une toupie un peu traditionnelle, hein, large, ok, normal, et une toupie étroite. Instinctivement, on sent déjà que la toupie étroite, elle va se casser la gueule rapidement. Pourtant, je vous rappelle qu'elle a la même masse et le même centre de gravité que l'autre toupie. Elle a juste une inertie différente. La toupie large a beaucoup plus d'inertie que celle étroite. Sur une voiture, et parce que c'est pas vraiment une toupie, hein, quoique... on cherche justement à limiter au maximum l'inertie. Moins on a d'inertie, moins les pneus auront du boulot pour inscrire la voiture en courbe par exemple, et la voiture sera beaucoup plus vive. On va avoir trois données d'inertie en roulis, en tangage et en lacet. Bon voilà, c'est parti. La question, c'est pourquoi on ne remet pas les gros sacs de 75 kg. Et justement, si tu as bien suivi, c'est parce qu'un gros sac de 75 kg, ça n'a pas la même inertie qu'un gars de 75 kg. Bon, mesdames et messieurs, je vous présente le banc à inertie Michelin, un système unique et conçu par Michelin eux-mêmes. Faut placer le centre de gravité de la caisse parfaitement au centre du plateau. Autant vous dire qu'on a fait des micro-créneaux des enfers. On a quand même ces petites platines sur glissière bien pratiques pour décaler la voiture millimètre par millimètre. On dit on ferme les vitres, donc on ferme les vitres. Hein. Dans la procédure. Et t'as pas mis de frein là? Elle est calée là. T'as une cale derrière, t'as une cale là. Ouais, c'est bon. Et là t'es en sécurité parce que t'as une croix. Ouais. Et elle manque droit. Donc là tu risques rien du tout là. Ah ok. Là ça bascule pas. Hein. Ah ok. C'est l'inverse, c'est quand on descend la croix que c'est dangereux. Parce que la voiture elle va tenir en équilibre hein, sur le machin là, juste là.
On va enlever les trucs là, les 4 chandelles, tac, et après ça va tenir ici. Ah bah là elle... Du coup, t'as ces trois qui tiennent tout là. Ouais, et là d'ailleurs elle est en suspens. Là, elle se balance, tu vois. Elle se balance. Ah mais elle se balance que comme ça. Que ouais, on va se Ok. dire comme ça. Là. C'est déjà incroyable. Le plus long sur ces tests, c'est la préparation, parce que placer une voiture au millimètre, c'est pas simple. Puis quand t'as fait dans un sens, faut faire dans l'autre sens. C'est bon, elle est centrée parfaitement. Vous vous souvenez de ces mesures-là? Eh bien, il faut qu'elles soient identiques sur ce banc. Donc on cale la voiture avec des chandelles de précision et on l'attache solidement pour éviter qu'elle se fracasse contre le mur. Moment de vérité, on retire les chandelles. Le banc il est tellement précis qu'il faut ajuster avec ce genre de poids. Et là bah c'est parti pour le tour de manège. Alors c'était assez drôle quand même ce test, c'est improbable de voir une voiture faire ça. D'ailleurs vous vous souvenez quand on a fait le plein de la voiture, eh bien c'est pour ce test là. Si on a mis de l'essence, c'est pour éviter que ça ballotte et que ça fausse les mesures. Vous voyez, ça, bah, c'est ce qui se passe si on n'avait pas mis le plein d'essence, ça ballotte. Et ça fausse toutes les mesures de l'inertie. Les résultats du test sont assez bons. Le centre de gravité est à 400 mm de haut par rapport au sol. C'est pas beaucoup, 400 mm quand même. Et je vous rappelle que c'est le top du top, c'est d'être le plus bas possible. Pour comparer, une voiture normale, c'est à peu près à 600 mm. Et une Formule 1, ça frôle les 300 mm. Niveau inertie, bah les données sont pas très parlantes, mais visuellement et par l'expérience des gars de Michelin, la voiture s'arrête assez vite de balancer, ce qui signifie que l'inertie est faible, et ça, c'est bon signe. La voiture sera vive. Tu vois. Direction le deuxième banc, le banc KNC. Oui, l'humour ne vole pas très haut ici. Alors celui-ci, c'est un gros morceau à quelques millions d'euros, un bijou de technicité le machin. KNC, ça veut dire in English K comme kinematics et C pour compliance. Le premier, c'est pour étudier la cinématique, c'est-à-dire le mouvement de la roue en fonction de celui de la suspension et de la direction. Et le deuxième, compliance, c'est pour mettre de l'effort sur la voiture comme si elle roulait et mesurer la déformation sous les efforts. Allez, c'est parti pour l'étape bridage et là, il y a du taf. Encore plus que l'ancien banc. Le bras jaune fixé sur les roues est blindé de capteurs qui récoltent tous les mouvements de la roue.
On vient installer un vérin pour piloter les freins. Installation maintenant du robot volant. Intriguant comme nom. Ouais, le robot volant, c'est un système qui tourne le volant, quoi. Ou plutôt la colonne de direction. En fait, on a un servomoteur qui actionne tout ça, et un capteur de couple bien badass. Et en fait, il n'y a rien à voir avec un truc qui vole ou un robot de l'espace. Non, c'est juste un truc qui fait tourner le volant, quoi. Mais c'est quand même stylé, hein. Bon bah la caisse est maintenant prête pour les mesures. La mise en place est très précise et demande pas mal de temps et de savoir-faire propre à Michelin. Je sais pas si vous réalisez l'opportunité, c'est unique. C'est sûrement la première GT40 à passer sur un tel banc. Et c'est parti pour les tests. Yes, les tests! Voilà, vous venez d'assister à une mesure cinématique de la suspension. Impressionnant, n'est-ce pas? Il est vrai que c'est pas aussi stylé que le banc inertie, par contre les données qu'il récupère sont très importantes, et puis en accéléré, c'est quand même stylé, regardez. Bon les potes, tous ces tests ont demandé beaucoup de compétences, l'équipe Michelin s'est occupée de la voiture pendant plus d'une semaine, c'est un truc de dingue. Allez, sans plus attendre, direction le simulateur Michelin. Parce que je vous rappelle que dans Michelin Simix Engineering, il y a Simix, et dans Simix, il y a Sim, comme simulation. La simulation, c'est un élément clé dans leur approche, et vous allez voir que ça fait gagner vachement de temps. Alors les gars, derrière moi, il y a le simulateur Michelin. C'est un simulateur ultra haut de gamme, vraiment ça reproduit vraiment les effets de la voiture à la perfection. C'est vraiment pas un jeu vidéo. L'idée là derrière tout ça, c'est vraiment de voir le comportement du véhicule et notamment celui de la GT40. Et comment on peut avoir le comportement de la GT40? Eh ben avec les mesures qu'on vient de faire sur les bancs. Donc les bancs inertie, bancs KNC, toutes ces mesures on les prend, on les met sur l'ordinateur. Ça nous donne un modèle théorique de la GT40 que je vais aller essayer tout de suite. Donc l'idée c'est de tester la voiture comme elle est aujourd'hui, comme je l'ai amené là avec les barres anti-roulis et mes nouvelles suspensions, et c'est d'appliquer d'autres réglages. Et en fait ces réglages, je vais rouler la voiture sans savoir exactement ce qu'ils m'ont préparé comme setup. Et l'idée c'est quand même que je puisse me dire celui-là je le préfère à celui-là, mais sans savoir exactement pourquoi il est mieux. C'est vraiment très subjectif, mais c'est tout l'intérêt du test. Donc c'est parti. Dans le premier temps, je te propose de faire quelques tours sans te concentrer forcément sur la réaction du véhicule. Déjà pour t'habituer au circuit, bien caler ta trajectoire, plus une bonne préparation puisque c'est le vrai circuit qu'on utilisera et pour les essais et pour les journées du 1er et 2 octobre. Donc c'est une bonne répétition. Par contre cette ligne droite elle fait trop flipper, hein, parce que
Enfin, je sais qu'on y est allé en juillet, là, Ouais. à cette vitesse-là, et franchement, bah dans la voiture, moi j'étais, bah je me suis chié dessus, quoi. Le setup de la voiture était la version 0. En gros, la voiture telle que je l'ai apportée, et surtout telle qu'elle a été mesurée sur les bancs. On passe maintenant au test de setup mystère. Déjà, l'arrière, ils en disent beaucoup plus, hein. On juge pas en un virage. Ça dérape plus, mais je sais pas encore trop dire si c'est l'avant ou l'arrière qui... J'ai loupé. Allez, on va peut-être s'arrêter là pour l'instant. Est-ce que tu dirais que c'était plus facile ou plus difficile que le premier? Ça dérapait plus, en tout cas. Voilà, ça dérapait plus. Donc ça, déjà, c'est une bonne remarque. Et t'as dit, c'est intéressant, je sais pas dire si c'est l'avant ou l'arrière. Ouais. Bah, en fait, quand on te regarde conduire, enfin piloter même, on se rend compte que de temps en temps tu te bats avec le train avant, de temps en temps en sous-virage, de temps en temps tu te bats un peu plus avec le train arrière en sur-virage. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé les barres anti-roule. Et donc, en fait, la voiture est globalement un peu plus instable et moins progressive quand tu approches des limites. Setup 1, on était sur la voiture sans barre anti-roulis. Super expérience pour moi, car la différence, elle est vraiment flagrante. Hein. Dire que j'ai failli avoir la flemme de les fabriquer, ces barres anti-roulis. Avant de passer au setup numéro 2, on se remet la version 0, qui est notre référence, parce que je vous le rappelle, hein, le but c'est de comparer les versions, donc il faut vraiment une référence. Setup numéro 2. Alors, je t'écoute. J'ai l'impression que ça s'ouvrirait. Ouais. Au freinage, elle arrivait plus à être vive du train avant. Ok, alors c'est bien ce que tu dis parce que c'est dans les grandes lignes c'est tout à fait ça. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a gardé la barre anti-roulée avant, on a enlevé la barre anti-roulée arrière. Bon, bah, je suis assez content parce que mes heures en simulation chez moi n'ont pas été inutiles. D'ailleurs, j'avais fait une petite série sur la fabrication de mon setup de simulation. Bah mine de rien, ça sert à quelque chose parce que bah aujourd'hui, je peux mettre des mots sur mon pilotage et le comportement de ma voiture. C'est pas évident parce que on s'adapte progressivement au setup et dans mon cas, bah j'améliorais mon temps au tour, non pas grâce au setup, hein, mais grâce à ma connaissance du circuit qui s'améliorait de tour en tour. Et ça, Franck, bah, il le sait bien, il a voulu me tester là-dessus, et j'ai mis les pieds dans le plat. Bon, déjà, on l'entend. Hein. Alors, je t'écoute, raconte-moi. Ça dérapait de ouf. Le train avant était plus vif. Eh bah perdu. Là c'est intéressant. Ah, si Là c'est intéressant. En fait, c'est d'autant plus intéressant que quand tu regarderas la vidéo, ouais, le replay ça te paraîtra évident. Le premier tour, t'as raté toutes tes cordes. J'ai galéré les 2 premiers tours. Et t'étais extrêmement large à la sortie de tous les virages. Du coup, c'était quoi ça? Du coup, ça, ouais, on a doublé la barre anti-roulée avant. 2 fois plus raide. Ah ouais? C'est pour ça que ça amène plus de sous-virages. Par contre, ça tient bien la voiture. Dernière version pour ce qui est de l'équilibre châssis. Ok. Et après, on a un autre exercice. Donc la V4 là. Alors, version. nous on l'appelait V5 parce que on l'a rajouté à la fin. Donc la V4, je l'ai pas fait. La V4, tu l'as pas fait. Ça sera un autre exercice. Ah, ok. Alors, raconte-moi. Intéressant celle-là. J'ai l'impression qu'il y avait plus de survirage déjà. Très bien. Et qu'on pouvait plus diriger la voiture au gaz déjà. Exactement. Alors contrairement au train d'avant où c'était du sous et que tu ratais les cordes systématiquement, ouais, là la voiture effectivement est beaucoup plus ajustable au relevé de pied, voire même en sortie de courbe sous couple, elle a tendance à enrouler légèrement. Et ça tombe bien puisque qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé la grosse barre avant, donc le double de la barre actuelle, et on a rajouté la barre arrière. Bon là les gars, on touche du doigt la direction à prendre. Ça commence à sentir bon. Super expérience déjà. Là il me reste encore 2 setups à tester. C'est hyper intéressant. Alors je dois dire que avoir poncé un peu Assetto Corsa sur mon ordi chez moi avec mon simu, c'est quand même une bonne chose parce qu'au moins je sais à peu près comment m'y prendre et je peux quand même juger du comportement de la voiture et c'est ce qui m'a permis quand même de sentir un peu pourquoi la voiture était plus ou moins joueuse, plus ou moins sous-vireuse, sur-vireuse et tout. Donc c'est vachement utile. Ah on me voit pas, merde. Bon, du coup là on a fini avec les essais, comment c'était les essais châssis? Équilibre, pardon. Et là on fait un petit test direction. Celui-là il fait rire tout le monde parce qu'en fait depuis le début, en fait, la force du volant est à 50%, hein. C'est déjà physique, et là on va mettre vraiment à fond, donc comme c'est sur la voiture, donc en gros ça va être une séance de muscu improvisée. Bon bah c'est parti, hein. J'ai peur. Oh putain. Ah bah au moins je peux voir ce que ça fait. Alors ça s'appelle l'herbe. Ouais, ça se conduit, hein. Non, c'est plus dur, hein. Mais je m'attendais à bien pire quand même. Et oui, après, vers 24 heures comme ça... Ouais, je crois que... Non.
Donc les setups d'équilibre étant faits, on essaye de réduire cette lourdeur à la direction. Sur mes trains avant, j'ai 3 positions de réglage possibles pour la biellette de direction. Position 1, le volant est plus direct mais plus dur à tourner. Et en position 3, elle est moins dure mais il faut plus de tours au volant pour braquer les roues. On teste donc une nouvelle configuration avec la position 3 sur la direction et les 2 barres anti-roulis normales. L'effort à la direction est plus facile, mais le setup il est pas fou en fait. Donc l'équipe Michelin nous cuisine une version 7 avec la version à la grosse barre anti-roulis à l'avant et la barre stab arrière normale. En fait, on a mixé le setup direction plus légère avec le setup qui jouait du cul. Pas mal, hein. En tout cas, au niveau du volant, Ouais, niveau volant, ça passe vraiment bien. Bon, côté simu, on a ce qu'il faut, c'est propre. C'est très drôle. On sait déjà sur quoi agir pour rendre le pilotage plus efficace tout en ayant une voiture plus joueuse. Bien sûr, tous ces setups ont été testés et plus ou moins approuvés par Franck, notre pilote essayeur Michelin. La raideur des barres anti-roulis a pas mal d'influence sur le comportement de la caisse et ça, c'est très très cool. Au passage, Gilles, un expert en liaison au sol, m'a expliqué beaucoup de choses et ça va me servir pour l'hypercar, donc ça c'est très très cool. Genre, il a expliqué une notion très importante, le mec-ball. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et ben le mec-ball, c'est la balance mécanique et ça influence l'équilibre de la voiture. C'est ce qui rend une voiture sous ou survireuse, donc une voiture qui va soit déraper de l'avant ou soit déraper de l'arrière, avec plus ou moins de progressivité. Et c'est ça qu'on a cherché, c'est la progressivité, parce qu'une voiture qui décroche d'un coup, elle est pas progressive, donc elle est imprévisible. Et ça, c'est pas ouf, en fait. Et dans le cas de la GT40, les barres anti-roulis ont eu beaucoup d'impact sur cette balance mécanique. Il faut bien comprendre que tous ces tests sur simulation sont très intéressants pour tendre vers une solution. On ne cherche pas la solution parfaite, mais ça reste hyper efficace. L'avantage de la simulation, c'est qu'on peut tester rapidement plein de setups, mettre ceux qu'on veut quand on veut, hein. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que bon, j'avais pas 36 barres anti-roulis en stock différentes et que sur le simulateur, ça se fait en 3 clics, hein, littéralement. Pareil, les conditions de piste sont toujours les mêmes, pas de météo instable, la mécanique est fiable à 100%, les réglages sont instantanés, et puis c'est écologique et économique parce que l'essence c'est gratos dans le simulateur. Je vous rappelle quand même, pour faire ces tests de simulation aussi poussés, il faut se taper tous les bonnes mesures avant, hein. Plus les mesures sont précises, plus le virtuel est proche du réel, et chez Michelin, c'est difficile de faire mieux, quoi. Hein. Parce que bon, j'ai genre 40 pages de données sur ma caisse, c'est incroyable. J'aime les stats. Si tu veux savoir la fréquence propre en roulis de la suspension avant, pneus exclus, c'est 1,88 Hz. Tu t'en fous peut-être, mais le simulateur, non. Bon, on décharge la bagnole du banc KNC. Un petit dernier pour la route. On met la biellette de direction en position 3 avec une géométrie pour mettre tout ça tout droit. Et forcément, après les tests, ma voiture n'a plus de plancher. Bon les gars, c'est un petit peu chelou là. J'ai pas de plancher en fait. Voilà. Je conduis sans plancher. Je vais le remettre, hein, vous inquiétez pas. Je ramène la voiture chez moi pour des petites modifications de rien du tout. Et la prochaine fois qu'elle remet les pneus à l'Adou chez Michelin, c'est pour rouler et pour voir si on confirme les réglages qu'on a trouvés sur le simu. Puis les affiner pour avoir un comportement, faut que ça pousse. Et tout ça, c'est ce qui vous attend dans la prochaine et dernière vidéo de cette incroyable série avec Michelin. Encore une fois, un grand merci à l'équipe. C'est fou ce qui arrive. Pour ne pas manquer ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Tchou!